peu mon voyage, puisque ça a tout à voir avec les émotions tout à l'heure. Je tiens à remercier d'abord les organisatrices et les organisateurs de ce grand forum pour leur invitation. J'ai fait déjà plusieurs choses au Maroc et c'est un pays que j'aime beaucoup. Alors je ne vous vois pas très bien, du coup je vais m'avancer de temps en temps. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de venir vous voir. Est-ce que vous êtes dans l'ombre? Et pour parler d'intelligence émotionnelle, on a besoin de parler de contact, de se rencontrer. Sinon, si on ne se voit pas, les émotions. Alors, contrairement à mon habitude, je vais garder mes notes pas loin. Parce que pour tout vous dire, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Je vous raconterai tout à l'heure. On a perdu l'image. Hein. Ah. On a perdu l'image. SOS technique. Je ne sais pas s'il y a un code. Ah, voilà. Les émotions sont au cœur de notre sentiment d'identité. Ça peut être un peu nouveau comme concept, même si ça fait longtemps qu'on en parle, parce que pendant longtemps, on nous a quand même dit les émotions, voilà, cachez là-bas derrière, mets ton mouchoir dessus, ne me dis pas quand tu vas bien, ne me dis pas quand tu vas mal, et fais au mieux avec ce qu'on te donne. Or, nos émotions, c'est elles qui nous disent qui nous sommes. Parce que c'est elles qui vont déterminer justement ce qui nous convient dans notre vie, ce qui ne nous convient pas. Avant de se demander comment développer l'intelligence émotionnelle, je pense que c'est important de se demander pour quelles raisons développer l'intelligence émotionnelle. Qui est-ce qui, ici, déjà, a assisté, impuissante, à une tempête émotionnelle d'un enfant? Juste une personne? Ouais, ils sont calmes, vos enfants. Ah, quand même, oui. Ah oui, presque toutes. Alors, si je dis plutôt, qui n'a jamais assisté à une tempête émotionnelle? Voilà, on n'a pas de main. Parce qu'en fait, comme vous le savez, les enfants, ils naissent avec un cerveau très immature. Vous savez jusqu'à quel âge va maturer le cerveau d'un adulte, d'un humain? Vous avez, alors, va falloir parler fort, parce que alors, moi, je vous... Voilà, c'est ça, à peu près 26, 29. Avant, on pensait qu'un enfant, c'était un adulte en miniature. Donc, il fallait qu'il comprenne tout pareil que les adultes, mais surtout qu'il reste à sa place d'enfant. Hein, parce que bon, il ne fallait quand même pas qu'il exagère. Or, on sait très bien maintenant qu'un enfant, c'est complètement autre chose. Il a un cerveau qui est très immature, très sensible, très malléable, mais par contre, qui est complètement prêt pour les émotions et le stress. C'est pour cela que les tempêtes émotionnelles sont si impressionnantes chez les enfants, parce qu'ils ont la montée de stress, la montée d'émotions et zéro compétence pour les gérer, leurs émotions. Du coup, notre travail à nous, les adultes, il est fondamental, parce que c'est nous qui allons leur permettre de donner du sens, de comprendre, tiens, il y a quelque chose qui m'est arrivé, et hop, je sens ça dans mon corps, hop, je sens ces sensations. J'ai envie de tout casser, ou j'ai envie de pleurer, ou j'ai envie d'aller me cacher. Tant que l'adulte ne donne pas de sens et n'aide pas l'enfant à poser des mots sur ce qui lui arrive, l'enfant il est très 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 démuni. D'où l'importance de ne pas laisser les enfants justement vivre leur tempête émotionnelle tout seuls. Chez nous, il y a un grand débat en ce moment entre une personne qui continue à prôner le fil dans ta chambre, et puis tout le courant dans lequel moi je m'inscris, de la parentalité qu'on dit positive, bienveillante, qui va regarder l'enfant comme un être en devenir, que nous les adultes on a besoin d'accompagner et de soutenir. Je vais faire un petit tour du côté de ma feuille. Eh bien, j'étais au bon endroit, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi hier soir. Parce que bon, alors là je crois que je suis passée à peu près par toutes les émotions, en plus du stress. Quand il nous arrive quelque chose dans notre équilibre, dans notre vie, on a d'abord du stress. Je suppose que le stress, vous connaissez? Oui, il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le stress, qui se lève tout de suite et qui m'explique comment il fait, parce que vraiment... Donc, le stress. D'abord, paf, il se passe un truc, stress. Ensuite, en fonction de ce qui se passe, il va y avoir une coloration émotionnelle. Je vous dirai tout à l'heure lesquelles et pour quelles raisons.
Hier soir, enfin hier après-midi, j'étais très fière de moi, arrivée à l'aéroport à 5h15 pour un avion à 19h15 et, ma foi, je trouve que j'ai assuré. Oui? Non? Vous n'êtes pas convaincu? Ben si, moi je trouve que j'ai assuré. Je suis à l'heure, tout va bien. Sauf que, premier stress, quand je lève le nez vers le tableau d'affichage, il n'y a pas mon avion. Ça fait déjà un frisson. Le premier frisson, c'est du stress. Il se passe un déséquilibre dans mon environnement. Le deuxième frisson, il vient quand je file au comptoir. D'ailleurs, je me sers de l'énergie du stress pour accélérer un peu mon pas. Je file au comptoir des informations et on me dit « Ah oui, votre avion a été avancé d'1h30. » Donc, il est 5h20, le temps que j'arrive à avoir cette information, et l'avion décolle à 18h15. L'embarquement est terminé. Ok, mais l'avion, il est encore là. Ah oui, mais moi, je peux vraiment rien pour vous. Ok, alors qui peut quelque chose pour moi? Bon, alors il m'envoie vers, évidemment, la rame. Bon, la rame, évidemment, elle est fermée, hein, parce que il faudrait quand même pas qu'il trouve une solution. Il m'envoie vers, je sais plus qui, un prestataire. Bref, de rebond en rebond, je finis même au téléphone avec la rame et ils me disent « Ah non, on peut rien pour vous. » Et je leur dis « Mais enfin, c'est pas sérieux. L'avion, il est encore là. J'ai 3/4 d'heure pour l'attraper. » Et personne ne bouge. Donc, au bout d'un moment, mon stress, il est arrivé là. Je suis même en larmes devant la dame en lui disant « Mais je ne peux pas prendre l'avion demain, j'interviens à 14h. » Ça les laisse complètement de marbre. Je pense qu'il manque cruellement d'intelligence émotionnelle à l'aéroport de Marseille, si je peux vous en parler. Bref, une fois le stress comme ça passé, il y a toutes les émotions qui arrivent derrière. D'abord, je dirais que la première émotion, c'est la peur que j'ai ressentie. La peur, justement, parce que je suis face à une situation inconnue. Qu'est-ce que je vais faire là? Comment je vais arriver à temps? Je me suis engagée auprès du forum et puis je peux pas être là. Ensuite, la colère. La colère, c'est l'émotion qui vient quand on vit une frustration. D'ailleurs, vous la connaissez bien chez les enfants, les petits là. Quand ils ont leur tour de cap-là qui s'effondre, comment ils rentrent en rage. Mais moi, j'étais pas loin d'être dans cet état-là, intérieurement, parce que j'ai beaucoup d'intelligence émotionnelle, alors je suis restée très souriante. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'agite parce que je suis impuissante. Ils sont tous en train de me dire « Ah ben non, mais on peut rien pour vous, madame. » Ok, l'avion est toujours là, il nous reste toujours une demi-heure, donc je continue. Moi, j'ai lâché l'affaire que à 10 minutes de l'envol. Jusqu'à 10 minutes avant le vol, j'ai pas lâché l'affaire. Je suis allée à droite, à gauche, j'ai promis des gâteaux, j'ai promis toute la reconnaissance du monde, j'ai tout promis, j'ai supplié. La seule chose que j'ai pas faite, c'est tempêter. Peut-être que c'est mon tort. Et puis, ensuite vient le dégoût. Le dégoût, c'est l'émotion de l'injustice. Alors ça, c'est une émotion que vous devez bien connaître chez les enfants et les adolescents. Est-ce qu'au Maroc, ils ont une expression pour dire « je suis deg » ? En France, ils disent « je suis deg » quand il se passe un truc qui n'est pas comme ce qu'ils avaient prévu. Il y a une expression? Non? Vous voyez pas? Bon, moi non plus, je ne vois pas. En tous les cas, quand on vit une injustice, on ressent une émotion de dégoût. C'est un peu comme le dégoût alimentaire, hein. Bonjour pour tout le monde. Le concept ou bien le mot hagra. Hagra, voilà. Injustice, voilà. Voilà. Même quand des enfants ressentent à leur avis une injustice devant la maman ou d'autres. Voilà. Tout à fait. Oui, bien sûr. C'est comme si votre dignité a été touchée, quoi. Et ça, c'est vraiment l'émotion. Quand notre dignité, nos valeurs sont touchées, et ça fait comme ça un truc qui prend ici. Alors moi, hier, autant vous dire que j'étais coincée ici. Il y avait tout qui était coincé, quoi. J'étais un bloc de... comme ça. Je ne vous raconte pas jusqu'à maintenant, parce que j'ai fini par arriver. Je suis là. Il y a 20 minutes que je suis arrivée. Je devais arriver hier soir. C'est pour ça que je vais regarder mes notes, parce que j'ai dormi 3 heures au milieu de tout ça. J'ai pas déjeuné, j'ai juste eu le temps de prendre une douche, et encore dans un spa, parce que ma chambre d'hôtel n'était pas prête. L'intelligence émotionnelle, ça fait que tout ça, aujourd'hui, alors que ça a commencé à m'arriver hier, ça fait même pas 24 heures, je peux en rire.
je peux le partager avec vous, parce que toutes les émotions, je les ai gérées au fur et à mesure, parce qu'elles avaient toutes du sens pour moi. J'ai pas vécu ça trop comme une victime, à part le moment du dégoût, là, de dire mais sinon, voilà, je me dis, bon, ben, c'est comme ça. Dans la vie, on a des expériences qui sont pas toujours agréables. Et puis, ben, on fait avec. Mais on fait avec, pas en prenant là, on fait avec en surfant sur les vagues, là. Vous voyez l'idée de ne pas aller contre la vague, mais vraiment plutôt de surfer avec et de comprendre pour quelles raisons cette émotion est là aujourd'hui. Donc, l'intelligence émotionnelle, je vais regarder aussi l'heure parce que c'est un sujet dont je peux vous parler 5 heures sans m'arrêter, même en ayant dormi 3 heures. Mais vous avez d'autres choses à faire après. Ouais, c'est ça. Je peux vous raconter toute ma journée, déjà ça vous prend au moins 1h30. Mais juste, je vais revenir donc sur l'importance de l'intelligence émotionnelle et sur l'importance de votre rôle à vous. Ici, vous êtes tous, si j'ai bien compris, enseignants, éducateurs, peut-être même parents de toute façon. Donc vous avez votre casquette professionnelle, parce qu'ici on est au forum, un forum professionnel, puis vous avez peut-être un petit coin de votre tête qui pense à vos enfants aussi. Vous avez des enfants de quel âge à quel âge les personnes qui sont ici, dans ceux dont vous vous occupez professionnellement? Est-ce qu'il y en a qui s'occupent de petits, de primaire jusqu'au lycée? Donc ce que je vais vous raconter, évidemment, ça va varier. Parce qu'un enfant de primaire, il n'a pas tout à fait le même cerveau qu'un enfant de lycée. Sauf que vous avez vu qu'au milieu, entre primaire et lycée, il y a collège. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi chez vous. Vers 14 ans, il y a à nouveau un gros bazar dans le cerveau des ados. Et il y a à nouveau toute cette intelligence émotionnelle qui est remise en question. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Donc notre rôle important, c'est que plus on aide les enfants dès leur plus jeune âge et plus on les accompagne à développer leur intelligence émotionnelle, plus ça leur permet déjà de sentir la confiance en eux. Moi, je me suis, par exemple, j'ai pleuré de stress, mais vous savez quand on est impuissant, mais je ne me suis pas effondrée parce que je savais que je trouverais des solutions. Je savais que je pouvais demander de l'aide, j'ai appelé Jamila direct, je savais que je pourrais trouver des solutions. Donc ça leur permet de trouver cette confiance en eux sur laquelle ils vont s'appuyer pour trouver des solutions à l'intérieur d'eux ou à l'extérieur en demandant des conseils, des avis, etc. Ça leur permet de savoir qui ils sont et que là où sont leurs chaussures, ça c'est les Indiens, ils disent ça, là où sont mes chaussures, si j'ai mes pieds dans mes chaussures, parce que si elles ne sont pas au même endroit que mes pieds, c'est ma place. C'est-à-dire que je suis à ma place dans le monde. Je n'ai pas besoin d'aller chercher la place de l'autre, je n'ai pas besoin de faire semblant de ne pas y être, je suis à ma place. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle qui nous aide à sentir ça, que je suis à ma place. Ça nous aide à devenir des adultes, ma foi, libres. Alors bon, peut-être qu'on ne cherche pas toujours à élever des enfants libres, mais c'est quand même l'intelligence émotionnelle qui va nous aider à les élever libres, parce que c'est ça qui va nous aider à les élever conscients d'eux-mêmes, conscients de leurs valeurs. Une des qualité essentielle pour l'intelligence émotionnelle, c'est bien sûr l'empathie. Tous les êtres humains naissent empathiques. Il y a des recherches qui ont été faites qui ont montré qu'un bébé dans une crèche, si les autres pleurent, il va pleurer. Vous dites oui, vous avez déjà vu ça. Quand il est un peu plus grand, si un bébé pleure, un copain de la crèche pleure, celui qui ne pleure pas, il va lui amener son doudou. Parce que ça marche bien avec lui, le doudou. Alors il l'amène au copain. Et puis quand il est un peu plus grand, donc il a encore plus de connexion, il a mieux compris encore l'environnement, il va lui amener le sien de doudou, enfin celui qui pleure. C'est clair ce que je viens de dire, hein? Vous me dites si vous ne comprenez plus rien. Donc, il va amener le doudou du bébé qui pleure. Si ça, c'est pas de l'empathie, hein, parce que ça, on parle d'enfants entre 6 mois et 3 ans. Non, 6 mois, j'exagère. 9 mois, 10 mois et 3 ans. Donc, c'est purement de l'empathie. Qu'est-ce qui va nous priver ensuite de l'empathie? Ce sont nos rencontres, ce sont nos expériences de vie, ce sont tous les moments où on ne reçoit pas d'empathie. L'empathie, c'est comme un cercle vertueux.
Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça non plus. Moi, l'intelligence émotionnelle, j'aime. Alors, l'intelligence ordinateur réel, c'est moins mon truc. Alors, l'empathie. L'empathie, c'est ce qui va nous aider à développer les sentiments d'amour, d'amitié. Et puis, si je me sens en lien, en contact, en lien, en amour, en amitié avec quelqu'un, je me sens en confiance. Donc, ça développe toujours ma confiance. Puis, si je me sens en confiance, je vais avoir envie de coopérer. C'est ça que vous attendez des élèves, non ? Qu'ils puissent coopérer. Ce serait bien si tout le monde coopérait. Et puis, quand je coopère, ça veut dire que je suis en lien avec les autres, ça veut dire que je suis en confiance, je vis des relations d'amitié, eh bien, je diminue mon niveau de stress. Et un des gros problèmes qu'on vit à l'école, c'est le stress. C'est le stress des élèves et le stress des adultes enseignants. Et puis tout ça, ça se boucle par cette fameuse hormone. Vous connaissez l'ocytocine ? Est-ce que vous connaissez l'hormone de l'ocytocine ? Non ? C'est un hormone sécrété lorsqu'on s'enterre de la mort. Yeah, oui. On pourrait faire une expérience, je vous invite à la faire peut-être à un autre moment parce que là il y a un peu trop de bruit et d'agitation. Mais c'est simplement se mettre face à quelqu'un. Vous êtes OK pour que je montre avec vous ? Voilà. Et puis, tranquillement, en respirant, sans attendre rien du monde, on se regarde. Et au bout d'un moment, si on est tranquille avec ça, on va sentir une petite montée d'amour. C'est l'amour universel, hein, on est tous des êtres humains après tout. Du coup, quand on se regarde, on sent l'amour. Une connexion. Une connexion, j'ai dit. Oui, voilà, moi j'appelle ça vite l'amour parce que j'ai le cœur qui part vite, mais c'est vrai. Si on reste 1 minute, je suis sûre que vous m'aimez après. C'est-à-dire que quand on se connecte pendant au moins 1 minute dans le regard, en respirant tranquillement, sans attendre rien de l'autre, sans attendre qu'il trouve que je suis jolie, sans attendre qu'il me trouve intelligente, rien, juste on se regarde, ça déclenche de l'ocytocine, l'hormone, monsieur nous disait, justement du bien-être. Et l'ocytocine, c'est une hormone qui vient combattre l'hormone du stress, les hormones du stress. Vous les connaissez, les hormones du stress ? C'est cortisol et adrénaline. Donc, moi, je le sens encore un peu là et là, hein, le stress d'hier, parce qu'en fait, pour que ça s'échappe totalement, la solution, ce serait de courir. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de courir, à part entre le terminal E2 ou 2E et le terminal 2F. Bon, mais sinon, il faudrait courir. Et c'est ça qu'ils font les enfants, en fait. Ils le savent. Leur corps le sait. C'est-à-dire qu'ils savent que pour libérer le stress, on a besoin de bouger, de courir. C'est ce qui explique leur mouvement, leur agilité, non ? Ah, oui. Un enfant qui est agité, c'est un enfant qui est sous stress. La première chose que vous... Oh, ça s'éteint tout de suite. Il n'y a pas moyen de faire que ça ne s'éteigne pas ? Ah non, alors avant de vous dire comment, je reviens sur l'empathie. On a 3 étages d'empathie. Et c'est intéressant parce que ça peut parler à tout le monde du coup. On a cette empathie somatique, donc celle qui vient du corps, dont je parlais tout à l'heure avec les enfants. Ils le sentent. Ils n'ont pas besoin de penser pour le sentir. Ils le sentent avec leur corps. D'accord ? Donc on sent dans notre corps qu'il y a quelque chose qui se passe pour une personne. On peut sentir qu'elle est triste. On peut sentir qu'elle est en colère, qu'elle a peur. Et pour autant, l'émotion ne m'appartient pas à moi. Moi, je suis tranquille, mais je sens que cette personne, elle a une émotion. Ça, c'est l'empathie somatique. La deuxième empathie, elle est cognitive. Elle vient plus tard, forcément, du coup. À partir de 7-8 ans, on peut développer une empathie cognitive. Et ça, c'est une des propositions de ce qu'on peut faire pour développer l'intelligence émotionnelle. Je peux comprendre avec ma tête ce qui se passe pour l'autre. Par exemple, il a été puni. Je peux comprendre qu'il soit triste ou dégoûté ou en colère en fonction de la raison pour laquelle il a été puni. Si c'est injuste, par exemple, il va être dégoûté, l'enfant. D'accord ? Et moi, à l'extérieur, je peux le comprendre avec ma tête parce que je sais que dans cette situation-là, je vivrai la même chose. D'accord ? Donc, cognitive. Merci.
Et la troisième, c'est la sollicitude empathique. C'est ce qui m'incite à faire quelque chose. Parce que je peux très bien me dire, oh là là, il a l'air d'être en colère, lui. Et puis rester où je suis. Déjà, je ne suis pas toujours obligée de faire quelque chose. Hein. Mais si j'ai envie, ce qui me pousse à agir, ça va être la sollicitude empathique. Et c'est ça dont vous allez avoir besoin pour développer toutes vos compétences autour de l'intelligence émotionnelle. Alors, de quoi avez-vous besoin pour cela? La première étape, je dirais, que c'est donc de créer un environnement émotionnellement sécurisé. Vous avez dû déjà faire l'expérience. Quand vous êtes inconfortable dans un environnement, vous adultes, quand vous êtes, vous vous sentez peut-être jugé ou pas tout à fait à votre place, vous risquez pas de livrer vos émotions. Parce que les émotions, c'est quand même assez intime en fait. Pour qu'un enfant puisse accéder à ses émotions, oser en parler, les montrer et les traverser, il a besoin de se sentir en sécurité. La sécurité, ça veut dire quoi par rapport à un adulte? Tiens, ça veut dire quoi la sécurité par rapport à un adulte? Je vous entends pas. Bon, je vais aller toujours du... Il y a quelqu'un... Ah, qui? Peut-être le fait de savoir qu'on ne sera pas attaqué ou critiqué ou avoir une conséquence négative si on exprime nos émotions. C'est exactement ça. C'est de savoir que ce que je vais livrer va être vu comme une émotion, point, mais pas comme un sujet pour faire une punition, pas comme un sujet pour être critiqué. On ne va pas me dire « Ah là 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 là, mais toi, tu es vraiment une pleurnicheuse ». Ce qu'on a tellement entendu, je ne sais pas vous, ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant, mais alors moi, je connais mieux la culture française, forcément, j'ai grandi en France. D'ailleurs, je vis en France. Et ce qu'on nous a dit beaucoup, c'est pleure pas, pleure pas. Il n'y a vraiment pas de sujet de pleurer, ou bien oh, tu vas pas avoir peur d'une petite fourmi, c'est pareil chez vous. Ouais, les adultes sont à peu près tous les mêmes. Hein. Et on oublie, en devenant adulte, à quel point cette petite fourmi, elle a pu nous faire peur quand on était enfant. Parce que ce jour-là, pour X raisons, on a eu peur, c'est tout. Et on n'a pas besoin d'en faire tout un plat, nous les adultes. Mais bon, souvent, on a besoin que ça aille vite, alors on a des phrases assassines. Donc un environnement sécure, c'est ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir se livrer. Je dis enfant, vous pouvez entendre enfant, adolescent, hein, parce que pour les adolescents, c'est pareil, c'est même encore plus important. Parce que le petit, il peut se sentir assez facilement en sécurité. L'adolescent, oh là là, il y a toutes les transformations dans son corps qui le rendent encore plus méfiant. Il a quasiment plus d'empathie naturelle. Il va falloir la reconstruire parce qu'il y a tous les lagages de son cerveau qui se met en place. Donc l'ado, c'est presque plus important encore. Pardon ? Ah oui, bien sûr. Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait des interprètes. Excusez-moi, je suis désolée. Je croyais que vous faisiez la technique. Je n'ai même pas imaginé ce que vous faisiez. Merci d'interpréter alors. N'hésitez pas à revenir me voir, parce que comme je suis encore avec du stress jusque-là, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, et que j'ai déjà tendance à parler vite, voilà. Ah bah tiens, je vais en profiter pour vous faire un exercice. Comme ça, pendant ce temps, je vais ralentir. Parce que moi, je suis partie, c'est vrai, hein, comme si j'avais encore un avion à attraper. Mais en vrai, je suis arrivée, c'est bon. Alors, est-ce que vous êtes OK pour faire un exercice? Parce qu'on m'a dit, attention, masterclass, c'est interactif. Donc, j'ai prévu quelques exercices. OK? Alors, vous vous mettez 2 par 2, face à face. Enfin, face à face, vous n'êtes pas obligé de vous regarder droit dans les yeux, hein, mais en tous les cas, vous allez vous adresser l'un à l'autre. Donc vous deux, c'est parfait. OK, tous ceux qui veulent faire l'exercice se mettent avec quelqu'un. Ceux qui êtes debout là, vous pouvez aussi le faire. Cet exercice s'appelle l'expérience du visage impassible.
Alors, malgré tout le brouhaha et tout l'excitation qu'il y a autour de nous, je vous invite à rentrer à l'intérieur de vous. Vous choisissez dans vos binômes qui est A et qui est B. Je vous dirai après à quoi ça sert. Ok, vous avez choisi? Vous voulez pas vous mettre ensemble? Donc, A va raconter à B une histoire sans grande importance. C'est-à-dire vous ne racontez pas un truc lourd. Vous racontez une série que vous avez regardée, un film, un livre que vous avez lu, un article de journal, enfin quelque chose d'assez léger. Donc c'est A qui raconte à B. B écoute, peut lui poser des questions, etc. À un moment donné, alors je vais m'arrêter là, je vais m'asseoir par exemple. Et quand je vais me lever, B va détourner la tête de A. Et quand il reviendra, il fera un visage impassible. Impassible, c'est ça. Hein. Il va continuer à le regarder, mais il ne se passe plus rien sur son visage. Je vous invite à sentir ce qui se passe dans votre corps. Ok? Bon, allez-y. A raconte à B, et puis quand je me lève... Ah non, je me suis déjà levée. Quand je me lève, B fait le visage impassible. Oui, mais trop tard. Maintenant, c'est le visage. Donc maintenant, B se détourne et revient avec un visage impassible. Plus d'émotion, plus rien. Oui, il réagit. C'est qui B? C'est vous B. Donc maintenant, vous faites le visage. Et A continue à essayer de lui parler. C'est qui B chez vous? C'est qui B? Alors c'est fini. Il n'y a plus d'interaction. C'est le visage impassible, vous ne répondez plus. Et vous sentez ce que ça fait dans votre corps. Ok. Est-ce que vous avez senti? Est-ce que vous avez pu sentir ce qui se passait dans votre corps quand B, tout d'un coup, éteint tout en fait? Je remarque que pour la façon de me voir, donc les mots sont un peu devient long. La réaction d'elle pour moi ne m'encourage pas à continuer. Donc ce qui pose la question. Est-ce que, donc en plus de ça, la confiance de ma parole, de mon histoire que je le raconte, est-ce qu'il a une valeur ou non? Vous vous rendez compte plutôt à quel point c'est important ce que dit monsieur, c'est-à-dire est-ce que la valeur de ce que je raconte, enfin est-ce que mon histoire finalement a de la valeur ou pas? Tout simplement parce que l'autre, pendant 10 secondes, n'a pas prêté attention. Dans cet exercice-là, moi, avec ma collègue ici, j'ai rien. Donc, elle n'a pas changé même. Il y a des profils des humains qui n'arrivent pas à changer leur. Il a tourné la tête, il est revenu avec un visage plus souriant. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que ça montre aussi à quel point c'est difficile de rester avec ce visage impassible. Pour l'expérience, ça vaut d'essayer de le faire. Et vous voyez que bien que je vous ai donné la consigne, c'est-à-dire vous saviez exactement ce qu'il allait vous arriver, ça fait un petit impact. Vous avez tous senti un impact quand la personne elle avait vraiment le visage impassible? Même je manque de respect à la personne qui raconte. J'arrive pas à faire semblant que je m'intéresse plus de cette personne. C'est dérangeant. Parce qu'on a l'habitude d'écouter, de respecter l'autre.
c'est naturel, c'est la famille de l'éducation. Ah oui, c'est ça. Franchement, je suis heureuse d'entendre que c'est naturel. Parce que ça ne l'est pas tant que ça, en fait. En tous les cas, moi, l'expérience que j'ai avec l'éducation nationale française, vous ne le racontez pas à tout le monde, c'est que les enseignants, ils ne sont pas toujours tellement à l'écoute des enfants. Alors peut-être qu'entre adultes, vous l'êtes. Est-ce que vous êtes aussi à l'écoute des enfants, vous dites oui? Ah, pas forcément. D'accord, je vais dire franchement, c'est pas forcément. Pour plusieurs raisons. Parfois, c'est l'horaire qui. Nous avons 1 heure, donc ça ne suffit pas pour écouter tout le monde, donner de l'importance à tout ce qu'ils disent. Mais quand même, il faut un petit peu gérer le temps et gérer l'espace. On travaille sur des échantillons d'élèves. Et comme ça, l'impact peut être transmis aux autres. Mais quand même, il faut donner de l'importance à tous les élèves parce que ces émotions sont dépesées. Quand on va les sous-estimer, ça, bien sûr, ça aura une influence sur leur personnalité à travers ce qu'on appelle la prise de la parole au niveau public. Parce que même des enseignants ont ce problème, parce que ce sont des êtres humains, voilà, nous étions élevés dans des environnements qui ne sont pas convenables. L'éducation, c'est quelque chose de nouveau. Je vais dire franchement. Mais même si c'est important ce que vous dites, parce qu'en vrai, dans la réalité, le monsieur qui a fait vivre l'expérience du visage impassible, il a fait beaucoup d'études et il a montré qu'en réalité, une relation à peu près équilibrée, c'est 70% de déconnexion pour seulement 30% de connexion. Comme vous le dites bien, on ne peut pas être en train d'écouter tous les enfants tout le temps, ni même tous les adultes tout le temps. Ce qui est essentiel, en fait, c'est de mesurer que quand ma déconnexion a un impact émotionnel au point que le monsieur en face, il peut me dire « je ne sais plus si ce que je dis a de la valeur », ça on le voit chez l'enfant, à ce moment-là, on va reprendre la connexion. On va rentrer en lien avec lui pour pouvoir renouer ce contact. Donc, je rajoute 2 points dans cet exercice-là, c'est très intéressant. Quand on est devant un auditoire, faire un discours, on cherche dans le groupe de classe, un visage sécurisant, un visage de sécurité. Ce n'est pas les têtes qui bougent comme ça, ils vous gênent. Alors on cherche un visage un peu sécurisant, tu le regardes tout le temps, il est souriant, il fait la tête qu'il... Donc ça vaut. Et aussi, j'ai remarqué, surtout dans les classes de préscolaire, que les mamans, quand ils viennent poser leurs enfants, ils pleurent tout le temps. Non, les bébés, c'est pas les bébés, les enfants, ils pleurent pour rester à la classe. Et là, j'ai lu quelque part qu'il faut que le visage sécurité de la maman se transfère vers le visage de l'éducatrice pour qu'ils reçoivent de... En fait, ce que vous dites là, ça parle d'attachement. La théorie de l'attachement. C'est-à-dire que la maman, c'est généralement la figure d'attachement principale pour un enfant, surtout petit. C'est plus souvent les mamans qui se sont arrêtées ou qui ne travaillaient pas, qui ont passé beaucoup de temps avec leurs enfants. Cette figure d'attachement, elle va changer au fil du temps. Aujourd'hui, quand j'ai un souci, c'est pas ma mère que j'appelle, c'est mon mari. Parce que là, ma figure d'attachement, elle a changé. Quand on est adolescent, qu'on a un souci, c'est pas notre mère qu'on appelle non plus, c'est nos copains. Donc, la figure d'attachement petit à petit va changer de visage. Et effectivement, comme vous le dites, c'est ça l'environnement sécure dont je parle. C'est-à-dire que si l'enfant, il trouve avec la maîtresse, avec le maître, avec l'enseignant, une figure d'attachement sécurisante, il peut quitter maman. C'est plus facile. Il peut pleurer aussi, c'est pas grave qu'il pleure. Mais on accueille le fait qu'il pleure sur le moment. Et en fait, de savoir que l'enseignant est une figure sécure, ça va lui permettre de passer cet endroit-là. Alors, vous avez bien capté ce que c'est cet environnement émotionnel sécure. Ça ne va pas suffire, évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, les adultes, nous avons le rôle d'enseigner aux enfants ce que c'est que les émotions. Alors on verra tout à l'heure que pour cela, vous avez besoin d'être formé. Tout à l'heure, c'est vous, monsieur, qui disiez, je ne sais plus, ou peut-être celui qui... on est aussi des humains et on a des bugs émotionnels, nous, les adultes.
Parce qu'on a reçu des éducations qui nous ont laissé ou pas vivre nos émotions, qui nous ont permis ou pas de les comprendre. Et puis, par exemple, il y a des personnes, on leur a jamais permis de se mettre en colère. Je vois beaucoup ça. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, moi je suis psychothérapeute, donc j'accompagne plein de personnes en thérapie, et je vois beaucoup de femmes qui pleurent pour toutes les situations, qui ont accès à l'émotion de tristesse, mais pas du tout à celle de colère. Et puis, messieurs, vous me dites si je me trompe, mais c'est souvent l'inverse chez les hommes. C'est-à-dire que souvent, vous a accordé la colère, vous avez le droit de dire non, je suis pas d'accord, mais pas de pleurer. Et on vous a peut-être même dit, pleure pas comme une fille. Voilà. Donc, les larmes, c'était pour les filles, la colère, c'est pour les garçons. Malheureusement, le problème, c'est que dans notre cerveau, toutes les émotions sont câblées pareil. C'est-à-dire, j'ai le droit, moi aussi, d'être en colère. Et vous avez le droit, vous aussi, d'être triste. Donc, et de pleurer, bien sûr. Et voilà. C'est triste quand même. Bah si, moi ça me rend triste de me dire on pleure en cachette. Il n'y a pas que les hommes qui pleurent en cachette, il y a beaucoup de femmes qui pleurent en cachette aussi. Donc, incorporer l'apprentissage. Chez les petits, c'est facile en fait, parce qu'on raconte des histoires, parce qu'on a des peluches, on peut faire des jeux. Il y a toute la symbolique qui nous permet d'apprendre le langage. Et chez les grands, ça va être essentiel aussi. Ce que j'ai constaté chez les ados, par exemple, justement, c'est que quand ils n'ont pas les mots pour dire leurs mots, leurs émotions, eh ben, ils font quoi à la place? Ils crient, ils tapent, ils insultent. Parce que c'est ça qui leur sert à sortir la tension. Alors que quand je peux sentir ce qui se passe pour moi, je peux mettre des mots, je peux mettre du sens, eh ben, j'ai pas besoin de taper, j'ai pas besoin de crier, pas de la même façon. Donc le manque de mots va vraiment entraîner des comportements de gestion des émotions qui sont plus violents que quand j'ai les mots pour dire ce qui se passe pour moi. D'accord? Donc ça va être vraiment important. Alors, comment on fait ça? Évidemment, il y a plein de jeux sur les émotions. Il y a des cartes, vous avez peut-être ça déjà dans vos écoles, des cartes. Il y a des cartes ou des histoires, puis après on se questionne, tiens, qu'est-ce que tu as ressenti dans cette histoire? Qu'est-ce que tu penses que le personnage principal vivait? Évidemment, on va adapter les histoires en fonction des âges, hein, mais à toutes les époques, parce que même quand on lit les classiques avec les plus grands, on peut parler d'émotions, si on commence seulement avec les plus grands. Plus on commence tôt, c'est sûr, plus c'est intéressant. Ce qu'on peut faire qui fonctionne bien, là vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas demander à chaque enfant. Il y a un truc qui peut être... alors c'est sûr que quand on a 1 heure de cours, c'est galère. Mais si, par exemple, imaginons, au moins une fois dans la semaine, on leur demandait comment ils se sentent, ce serait déjà pas mal. Ce serait un bon début. Si une fois dans la semaine, pour les plus grands, on leur demandait de choisir une carte, un émoticône, un objet, une image, quelque chose qui traduit leur état émotionnel interne. Et peut-être dans la journée, on pourrait le faire 2-3 fois pour qu'ils puissent mesurer à quel point ces émotions, finalement, quand elles sont entendues, elles sont passagères. Parce que c'est ça qui est magique avec une émotion. Vous voyez ce qui s'est passé hier pour moi, toute cette accumulation d'émotions. J'ai appelé Jamila, j'ai appelé mon mari, j'ai appelé ma fille, j'ai parlé à plusieurs... Ma fille, c'est une adulte, alors je peux m'en servir comme doudou quand j'ai besoin. Et du coup, de pouvoir dire à chacune ce qui m'arrivait émotionnellement, pouf, c'est parti. Et aujourd'hui, j'ai pas de rancœur contre la rame, j'ai plus de dégoût, j'ai encore le stress, parce que le stress, c'est plus dur à partir, parce que aussi je suis fatiguée, mais j'ai pas d'émotions qui soient désagréables. D'accord? Donc, parler des émotions en libère. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire pour entraîner les enfants à prendre conscience que ça existe et à prendre conscience de à quoi ça nous sert. Parce qu'on n'en a pas parlé de à quoi ça nous sert, parce qu'on m'a demandé de parler sur comment faire. Mais on pourrait faire une conférence entière sur à quoi ça nous sert les émotions. Ce serait pas mal. Si jamais vous avez une absence, demain on recommence. Hein. Parce que justement, on va apprendre à les identifier et à les nommer. Alors, ma petite flèche. Apprendre à identifier et à nommer, puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que pour tous les humains, c'est la même chose. C'est universel. Les émotions, toutes les recherches disent que les émotions sont universelles. Tous les humains
qui perdent une personne chère, par exemple, sont tristes. Tous sur la Terre. Ce qui va être différent, c'est la façon dont on va exprimer notre tristesse en fonction de notre éducation, si on nous a dit va pleurer dans ta chambre, ou en fonction de notre culture plus générale. Par exemple, les Japonais ne vont pas exprimer la colère pareil que les Italiens. Vous imaginez, vous voyez les deux images là, un Japonais en colère et un Italien en colère. Ça ne se ressemble pas et pourtant, ils ont les mêmes déclencheurs, on va dire. Hein. Et donc, toutes les émotions sont déclenchées par les mêmes choses pour tous les humains. Tous les dangers, tous les humains de la Terre, dans une situation de danger, vécu comme un danger, ont quoi comme émotion? Voilà. Tous les humains à qui on vole quelque chose, ils ont quoi comme émotion? De façon naturelle. Hein. La colère. Vous voyez, tout ça, ça c'est vraiment très fonctionnel. Et à quoi ça nous sert? Eh bien, la peur, si je traverse nonchalamment et que je ne ressens pas de peur quand le camion me fonce dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à traverser nonchalamment. Ah, ça y est, j'ai accéléré un peu. Ça va le rythme? Ouais, pardon. Alors que si je traverse nonchalamment et que quand mon système d'alarme entend le camion arriver, j'ai peur, eh ben je vais faire quelque chose. Je vais faire un pas en arrière, je vais faire un pas en avant, puisque nos émotions, elles nous servent à répondre à une situation dans le présent en vue de notre survie. La colère, ça va me servir à réparer mon environnement. On m'a attaqué en me volant un truc, je dis je suis pas content, je suis en colère, hop, ça répare un peu, ça restaure mon intégrité. Donc elles ont toutes des fonctions. Et ça va être indispensable de les nommer. Ouh là là, il faut que j'accélère un peu, moi. Encourager l'empathie. Comme je vous disais, l'empathie, c'est naturel. On est câblé à la naissance pour l'empathie. Encourager l'empathie, ça va permettre à l'enfant de continuer à la développer. Et on va faire ça comment? Eh bien, justement, en faisant réfléchir les enfants. Tiens, regarde ce qui s'est passé pour ton copain, là. Dans telle situation, il a vécu cette chose, il a eu cette réaction. À ton avis, quelle émotion il avait? Et développer l'empathie, ça va permettre aussi aux enfants, ça va leur permettre de prendre conscience petit à petit de l'impact de leur comportement. Parce qu'un enfant tout petit qui tape quelqu'un, tout à l'heure, il y a une dame qui avait 3 ans, elle est venue me voir, elle m'a dit « Oh, je suis trop contente de te voir ». Elle m'a tapé comme ça. C'est vous, hein? C'est votre enfant de 3 ans qui m'a tapé comme ça. Hein? Bon, à 3 ans, un petit qui tape, qu'est-ce qu'on se dit quand on est adulte et qu'on n'a pas fait un peu d'éducation émotionnelle? Il est méchant. Il agresse. Or, un enfant de 3 ans, il a zéro conscience que ce geste peut être considéré comme une agression. Alors, il est à des années-lumière. Et pourtant, en même temps, il peut dire « j'ai pas le droit de taper ma sœur ». Donc on se dit « il nous cherche cet enfant, c'est pas possible ». Parce qu'en même temps, il peut dire « j'ai pas le droit de taper ma sœur ». Et en même temps, il peut lui donner une claque 2 minutes après. Il se passe que quand il dit « j'ai pas le droit de taper ma sœur », il fait le perroquet. Il n'est pas en train de comprendre ce qu'il dit. Il répète un truc qu'on lui a dit « t'as pas le droit de taper ta sœur !»« J'ai pas le droit de taper ma sœur !» Mais il ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Son cerveau, il est beaucoup trop petit, le cognitif, là. Lui, c'est le dernier qui se construit. Hein. Donc, 26, 29 ans. Hein. Vous avez 29 ans déjà, vous, mademoiselle? Oui? Mince, je pensais que j'allais pouvoir dire, tiens, il y a quelqu'un qui a un cerveau pas fini dans la salle. J'arrive pas à voir s'il y a quelqu'un de moins de 29 ans ici, qui aurait un cerveau pas tout à fait fini, qui pourrait nous décrire ce que c'est dans son cerveau pas fini. Non? Bon, tant pis. On a tous des cerveaux terminés. D'ailleurs, tiens donc, ne pensez pas à un éclair au chocolat. Bon, alors je vais le faire à la marocaine quand même, plutôt, excusez-moi. Ne pensez pas à une corne de gazelle. Vous riez. Vous avez pensé à une corne de gazelle. Vous me cherchez, en fait.
Vous faites exprès pour m'énerver? Non. Notre cerveau, il n'est pas fait pour la négation. Vous avez vu, même les adultes ne comprennent pas la négation. Pourtant, on est intelligents dans cette salle. Hein. On est tous enseignants, thérapeutes, éducateurs. Bon, bref. Qui a pensé à une corne de gazelle, en fait? Allez, osez nous montrer. Et puis les autres mentent. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu la corne de gazelle, puis après ils ont dit « Ah non, elle a dit pas !» Et ils l'ont poussée. Mais en fait, tout le monde a vu une corne de gazelle parce que notre cerveau n'est pas équipé pour la négation. Sauf que nous, comme nous sommes adultes, nous la comprenons avec notre cognition. Nous pouvons comprendre « Ah oui, attends, j'ai vu la corne de gazelle, mais elle m'a dit non, donc je la pousse, même si elle me fait très envie. » Le petit, jusqu'à 4 ans, ça, il ne peut pas pousser. Donc, on a plein de moments où on a besoin d'avoir des informations pour comprendre ce qui se passe dans ces tempêtes émotionnelles à lui, parce que nous, on interprète énormément de ses comportements, comme si il les faisait pour nous enquiquiner. D'ailleurs, on dit « il me cherche », c'est ce que je vous ai dit, vous me cherchez. Donc voilà, on va développer vraiment l'empathie et la compréhension des autres pour que petit à petit, comme on sait qu'on est tous câblés pareil, dans la forme naturelle de notre câblage, quand on n'a pas trop de trauma, on a nos formes naturelles et on est câblés pareil. Du coup, en observant l'autre, je peux comprendre comment je fonctionne. En observant comment je fonctionne, je peux comprendre comment fonctionne l'autre. L'empathie, c'est une circulation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Gérer les émotions difficiles. Ah oui, parce que quand même, s'il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez quand vous sortez de cette pièce, c'est ne plus jamais parler d'émotions négatives. Fini les émotions négatives. Il n'y a aucune émotion négative. Souvent on dit colère, peur, tristesse, ce sont des émotions négatives. Ça voudrait dire que elles sont chez nous, mais elles sont négatives. Comme si on disait que, par exemple, notre poumon, il est positif, et puis notre thyroïde, il est négatif, pour X raisons. Non. Tout ce qui est dans notre corps est. Point. Donc, toutes nos émotions sont fondamentales et fonctionnelles. Elles sont agréables et désagréables, par contre. C'est sûr qu'on préfère être joyeux ou sentir de l'amour dans notre cœur que d'être en colère ou triste. Vous voyez la nuance? Donc, on a besoin d'apprendre à gérer nos émotions difficiles, parce que c'est celles qui nous font le plus de mal, en vrai. Quand on est joyeux, on est joyeux. À part de tomber sur un adulte qui nous dit « calme ta joie », ce qui malheureusement arrive, la joie, ma foi, on partage avec les copains et puis ça va. Ce qui est plus difficile, ce sont les émotions non difficiles, justement. La colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la honte, ces émotions de cette couleur-là. Surtout à l'adolescence, par exemple. La peur, à l'adolescence, ce n'est pas la peine de demander à un adolescent « oh là là, ça y est, j'ai recommencé à aller vite. » Oh, je ne vous vois pas assez, en fait. C'est pour ça que je vous oublie. Pardon. Oh là 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 là. J'aime tellement parler de ces sujets que je m'enflamme. Donc, les adolescents, c'est pas trop la peine de leur demander de quoi tu as peur. Parce qu'ils sont, mais ça va pas, j'ai peur de rien, moi. Donc, on a des petites phrases magiques pour parler de peur avec un adolescent. Dans cette situation, de quoi tu as le plus peur? Et généralement, ça passe, ça. Le plus. Ça veut dire qu'on peut avoir peur un petit peu, et puis il y a des choses qui nous font le plus peur. Les émotions difficiles, ça veut dire que, par exemple, la colère, dans mon corps, j'ai une énorme charge hormonale, de tension. J'en fais quoi, moi, là, si on ne m'aide pas à la gérer? Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, c'est un des cas dans lesquels je m'énerve le plus. C'est mon ordinateur. Des fois, il est mou, il est lent. Bon, vous n'êtes pas les seuls à avoir remarqué que je vais vite. Mon ordinateur aussi, il trouve que je vais vite. Enfin, moi, je trouve qu'il est lent. Alors, des fois, quand je suis en train de travailler, que moi, je veux aller vite et que lui, il est lent, ça m'énerve. Je me mets en colère. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là? Le mouvement naturel, ce serait de prendre mon ordinateur, de le jeter. Voilà. Bon, sauf que je sais bien que ça ne sert pas à grand-chose. Mais je le sais avec ça. Un enfant de 3 ans qui a un truc qui ne lui convient pas, il va le prendre, il va le jeter. Il ne sait pas que ça ne changera rien à sa situation.
à part de lui faire descendre le niveau de stress, le niveau d'énergie de la colère à l'intérieur de son corps. Je le ralentis. Il faudrait me mettre un gros panneau là, ralenti, tu sais, qui circule en lettres dorées. Pendant toute la masterclass, là, pour demain, tu m'installes ça, Jamila? Un truc qui dit respire, ralentis. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin d'installer un endroit où l'enfant il va gérer cette colère, d'installer des outils, d'imaginer comment on peut faire. Alors aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous raconter comment on peut faire, mais vous avez déjà plein d'idées. Comment on peut faire pour aider un enfant à traverser sa colère? Comment on peut faire? Quels outils on peut utiliser pour l'aider à traverser une peur? Pour l'aider à traverser une honte, une tristesse? On essaie de le rassurer, lui montrer qu'il est dans un espace en sécurité. C'est ça? Alors, je ne vais pas avoir le temps malheureusement de développer maintenant. Mais quand même, rapidement, pour traverser la peur, vous voulez dire? Pour traverser la peur, on a besoin de deux choses. D'être rassuré et de sentir son pouvoir personnel. Donc on a besoin de donner aux enfants un espace qui les rassure et un espace qui leur laisse sentir qu'ils sont capables d'aller affronter leur peur. Si on fait que les rassurer, l'enfant dans son cerveau il se dit « Ouh là là, l'adulte aussi il a peur, ça doit faire très très peur du coup la situation. » Et il a encore plus peur. Et il ne va pas retrouver sa puissance. Donc on a besoin des deux ingrédients. Bon, on fera une autre rencontre sur ce thème-là. Et du coup, en apprenant à gérer nos émotions, en donnant, en fournissant des compétences, des outils aux enfants, et bien petit à petit, ils vont apprendre à s'auto-réguler. Parce que c'est ça qu'on fait quand on est éducateur. On donne des outils, des compétences aux enfants pour que petit à petit, ils deviennent des êtres autonomes. On est d'accord? On ne va pas toujours s'occuper de la peur de notre enfant quand il est devenu adolescent, adulte. Donc, pour qu'il puisse lui-même s'en occuper, on a besoin de lui avoir fourni des outils. Et puis, on a besoin aussi d'accueillir les émotions agréables. Parce que si on s'occupe que des désagréables, on a l'impression qu'il nous manque quelques couleurs à notre arc-en-ciel quand même. Hein. Donc on a besoin de savoir... Tiens, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes joyeux, vous? Qui c'est qui veut nous raconter ce qu'elle fait quand elle est joyeuse? Tenez, madame, je vous ai un peu disputé tout à l'heure. Alors. Je sais pas, je fais quelque chose d'autre quand je suis joyeuse. Je chante, je danse. Voilà. Vous dansez. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes joyeux? Vous n'êtes pas souvent joyeux. Hein? Je ne sais pas si je vais revenir. Bon, en général, quand je suis joyeux, je commence à être plus généreux. Voilà, avec les autres. D'accord, généreux, et j'accepte tout ce qui se passe autour de moi. Voilà, donc voilà. Ce sont deux choses pour moi que je garde dans la mémoire toujours, pour moi, pour ma personnalité. Vous êtes exactement à l'endroit où la joie, ça nous donne envie de partager. Donc quand on veut partager, on est généreux du coup. Et puis la joie, on est tellement rempli d'ocytocine, l'hormone qu'on a vue tout à l'heure, qu'on supporte beaucoup mieux les difficultés. Je supporte mieux les difficultés quand je viens de passer une semaine de vacances dans une thalasso avec des petites bulles, si vous aimez ça, hein, moi j'adore. Que quand je viens de galérer à prendre un avion, je ne vais pas revenir sur la situation. On est plus à même parce que notre corps, il est plus prêt à, voilà, j'ai de la nourriture pour pouvoir affronter des situations plus compliquées. Donc, on a besoin de les encourager. Et puis encourager, ça veut dire par exemple installer un rituel de gratitude. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? C'est-à-dire se dire, tiens, cette semaine, je vois une dame qui dit oui là-bas au fond. Cette semaine, ou c'est aujourd'hui, peut-être tous les soirs, peut-être... pourquoi j'ai de la gratitude? Pour qui j'aurais de la gratitude? Ça peut être pour moi, hein.
C'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. On peut avoir de la gratitude vis-à-vis de soi-même, c'est important. Madame, si je me sens joyeuse, je fais le shopping, peut-être je vais voyager et au niveau du travail, on peut libérer une magnifique énergie dans tout l'environ. On peut partager cette énergie de joie et de bonheur, malgré si on a des conflits avec des autres. Je trouve, moi, je vais résoudre un problème avec un autre sans faire l'attention, donc en exploitant cette énergie de joie. Merci. Donc, je veux, s'il vous plaît, plus d'éclaircissement à propos de ce point, le 6e point. Comment encourager l'autorégulation? Parce que d'après ce que vous avez dit, j'ai compris que c'est possible d'aider, c'est-à-dire il y a une certaine éducabilité dans l'intelligence émotionnelle. Bon, alors, c'est-à-dire cette offre qu'on va offrir à nos enfants, c'est-à-dire les amener à gérer les émotions difficiles et aussi développer cette compétence d'autorégulation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, c'est-à-dire pratiques, en tant qu'enseignant, comment faire face ou bien comment faire apprendre aux apprenants ces compétences? Merci. Bien sûr. En fait, l'autorégulation, c'est-à-dire je me régule moi-même, sera possible à partir du moment où j'ai été co-régulée. C'est-à-dire que d'abord, il y a la co-régulation. Avec des enfants petits, vous avez besoin d'être présents, les adultes, pour réguler avec l'enfant. Co-régulation, c'est vraiment l'enfant va pouvoir traverser son émotion parce que je suis avec lui. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Petit à petit, on va montrer à l'enfant des outils. Par exemple, si je sens que je commence à m'agacer, moi l'adulte, je peux dire « Ouh là là, je sens que je commence à m'agacer, je vais aller boire un verre d'eau. » D'ailleurs, je vais aller boire un verre d'eau, c'est pas parce que je m'agace, c'est parce que j'ai soif. Mais l'eau, c'est un outil anti-stress. Aller boire de l'eau, ça nous permet plusieurs choses. Déjà, physiologiquement, parce que notre corps est rempli d'eau. Ensuite, je suis sûre que les traducteurs, ils ont un petit peu de gratitude pour moi quand je bois. Parce que ça leur fait faire une petite pause. Ça nous détourne du problème. Si je suis face à quelqu'un en train de m'énerver, le fait que je dise je vais aller boire un peu d'eau, ça me détourne un peu du face-à-face conflictuel qui est en train de se mettre en place. Et je reviens plus calme. L'eau, ça nous calme. Mais ça peut être aussi, on explique toujours les compétences aux enfants dans des moments de calme. On ne peut pas apprendre une compétence à un moment où on est pris par une émotion ou pris par le stress. Vous êtes d'accord? Vous êtes tous enseignants, vous l'avez bien remarqué. Quand les enfants sont stressés, on ne peut pas leur apprendre quoi que ce soit. Le stress va complètement à l'encontre de l'apprentissage. Donc, quand les enfants sont calmes, on met en place des ateliers. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on est en colère? On peut co-créer les outils avec les enfants. La colère, le mouvement, c'est vraiment quelque chose qui jette, qui pousse, qui tire comme ça. Donc, ça peut être un endroit qu'on va créer dans la salle avec des petits, où on pourrait jeter des balles. On pourrait taper dans des coussins. Mais alors pas comme ça, parce que ça excite, mais des grands coups comme ça. Comme le ninja, le bûcheron, j'arrive. Donc, petit à petit, vous voyez, on enseigne les outils. Ensuite, on utilise, nous les adultes, on utilise les outils. Parce que les enfants, ils se méfient des outils qui sont que pour les enfants. Ils disent, ouais, enfin, ça ne doit pas marcher si tu ne l'utilises pas, toi. D'ailleurs, les enfants que moi j'accompagne en émotionnel, après, ils disent à leurs parents, tiens, je pense que là, tu as peut-être besoin d'aller boire un verre d'eau. Donc, c'est les enfants qui vont enseigner aux parents.
Donc on utilise les outils nous-mêmes, les adultes. C'est-à-dire qu'on dit, je sens que ça commence à monter, je vais aller jeter quelques balles. Et l'enfant, vous le savez, il modélise. Quand il vous voit faire, il fait pareil. C'est pas la peine d'attendre d'un enfant qui se calme si on lui dit « Calme-toi !» Mais souvent, c'est ce qu'on fait. On hurle « Calme-toi » en espérant que l'enfant va se calmer. C'est quand même dingue. Bon. Ma question, c'est à propos de quelques pratiques que je fais en classe. Pour gérer le stress des enfants, j'ai lu quelque part qu'on peut leur demander de tenir un objet concret, comme une gomme, et de réfléchir à un moment de joie. Même si ça n'a pas marché un jour avec les élèves, j'ai vu une élève qui pleure, qui a dit qu'il n'a pas trouvé un moment de joie. Enfin, c'était vraiment triste, on a essayé de gérer. Mais est-ce que c'est correct, ces pratiques-là? Les outils qui vont gérer le stress, là, vous avez la visualisation positive. Donc, je pense à un moment que j'ai aimé ou un moment de joie. Alors, si elle ne trouve pas de joie, vous l'accompagnez. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as joué avec une copine? Vous lui donnez des idées quand ils aiment. Parce qu'il ne faut pas qu'ils restent en frustration, du coup. Et de se visualiser. Et puis, avoir un objet dans la main, ça fait comme un doudou. D'ailleurs, dans les prises de parole en public, vous voyez souvent les gens, ils ont un crayon à la main. Pourtant, ils ne vont pas forcément écrire. Hein. Mais c'est un super outil anti-stress. D'avoir ça dans la main, ça permet de calmer un petit peu son stress. Il y a la respiration aussi. Je vous fais faire une petite respiration. Vous allez inspirer sur 4 temps, donc je vais compter, et expirer sur 6 temps avec le nez. Vous inspirez sur 4 temps avec le nez, et vous soufflez sur 6. D'accord? Allez, on inspire. 1, 2, 3, 4, on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chacun l'adaptera à son rythme en interne, parce que des fois 6 c'est trop long. Ça peut être 5. Ça peut être en marchant. Et j'inspire. Et je fais un pas par inspiration, par temps que je compte. Donc il y a plein de types de respiration que vous allez trouver. Les méditations. Avec les enfants, il y a une chose qui marche bien, c'est d'imaginer que dans le bassin, on a un nénuphar. Et le nénuphar s'ouvre quand j'inspire. Donc je le visualise. Et il se ferme quand j'expire. Et de le mettre dans le bassin, ça nous invite à aller vraiment respirer bas. Parce que quand on est stressé, quand on est en colère, quand on a peur, notre respiration, elle s'arrête là. Alors, il y a le monsieur qui... Et j'arrive. J'ai une petite question. Est-ce que les petits-enfants ont la possibilité de réfléchir sur leurs émotions? Alors, les écoles de primaire, pour nous. Les enfants, ils commencent à pouvoir réfléchir sur leurs émotions quand on leur a donné la réflexion, c'est que quand on leur a donné les mots, quand on leur a donné le sens, à partir de 6-7 ans. On dit que c'est l'âge de raison. Pour quelle raison c'est l'âge de raison? C'est parce qu'ils ont une partie de leur cerveau préfrontal qui commence à être connectée. Donc ils peuvent penser leurs émotions. Je fais comme ça parce que les émotions, elles se passent plutôt par là, et la pensée ici. Donc ils peuvent penser leurs émotions, pas avant 6-7 ans. Si nous posons la question à nos enfants, qu'est-ce que tu sens maintenant? Alors il va parler, il va décrire leurs sentiments, les poumons, et ça c'est une façon de détourner, je crois. Est-ce que à travers cette façon, on peut détourner le sentiment elle-même, parce qu'il ne reste pas, et là, non. C'est complètement différent. Quand vous faites ça, eh ben c'est ça le job. Quand vous dites qu'est-ce que tu sens, déjà toutes les émotions sont j'ai perdu mon mot, accompagnées de sensations dans notre corps. Donc quand vous dites à votre enfant qu'est-ce que tu sens dans ton corps, vous lui apprenez à décrire ce qu'il sent.
Et comme je disais tout à l'heure, les émotions, c'est qui je suis, les sensations, évidemment aussi, puisque mes sensations, c'est mon corps. Arrêtez-vous un instant et sentez ce qui se passe dans votre corps. Vous sentez votre corps? Vous sentez votre respiration? Vous sentez les appuis que vous avez sur la table? Non, vous ne sentez pas votre respiration? Peut-être qu'elle est tellement détendue que vous ne la sentez pas, c'est OK. Hein. On peut la sentir plus quand elle est un peu haute et qu'elle est un peu rapide. Quand on est détendu, on ne la sent pas forcément. Mais là, par exemple, si je reste encore 5 minutes dans cette position, je vais avoir mal à la cuisse, là. Vous voyez? Et nos sensations, passer par nos sensations, nous permet d'accéder à nos émotions. Ce que vous faites, ce n'est pas que vous détournez, c'est que vous accueillez. Et quand on accueille une émotion, elle dure quelques minutes. Deux points. Donc, première chose, j'ai remarqué qu'en expirant, le chiffre 6 n'a pas été posé comme ça fortuit. Donc, c'est posé comme ça fortuitement. Pourquoi on doit respirer à 6 fois? Pourquoi? Parce que ça me donne une sorte de satisfaction et de libération. C'est pas comme 5, c'est pas comme 7. Voilà, donc c'était 6. Voilà. J'ai essayé 2, 3, 4 fois, ça marchait avec 6. Pas avec 5, mais pas avec 7. Voilà. Deuxième chose, une anecdote, c'est passé pour moi. Donc, j'ai déjà fait ça avec des élèves, surtout quand je remarque que voilà, je suis en train de les perdre et ils n'arrivent plus à suivre, il y a du stress dans la classe. Et c'était au collège et au primaire. Donc, ça ne marchait pas. Maintenant, je sais pourquoi, parce qu'il fallait donc, des chiffres exacts donc, à respecter. Mais l'anecdote, c'est que j'ai essayé de faire autre chose en leur demandant de fermer les yeux. Et de penser peut-être à naviguer donc, solo. Pour les collégiens, commencer à rire, à se rire, sauf pour quelques-uns. Et pour les élèves du primaire, il y avait une classe comme ça, une trentaine d'élèves. À chaque fois, surtout l'après-midi, donc le 10 à 15, ils s'endormaient. Carrément. Ça marche pour les faire dormir, c'est pas pour les libérer. Voilà, merci. Et oui, mais n'empêche que ça marche, parce que quand on n'est pas libéré, on ne dort pas. Moi, par exemple, quand je suis un peu... parce que vous avez vu que je vais un peu vite, j'ai un cerveau qui est tout le temps en ébullition. Le soir, quand j'ai du mal à dormir, justement, je fais les vagues comme ça. C'est le seul truc qui... Parce que j'ai essayé de compter les moutons, mais ça marche pas. 1, 2, attends, celui-là, je t'ai compté. Arrête de boucher les toits là-bas, je t'ai déjà compté, reste là-bas. Moi, ça ne me fait pas dormir. Et vous dites ça, vous aussi, compter les moutons? C'est dingue, je sais pas pourquoi on dit compter les moutons. Bref, on va avancer parce que sinon après on va me dire que je suis trop longue. Eh oui. Alors, ce qui va nous aider dans l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment de favoriser la coopération. Quelque chose qui nous met vraiment en bug, hein, mes gros bugs, à l'école en particulier, c'est la compétition. On est sans cesse, très souvent, beaucoup trop souvent en compétition. Et d'ailleurs, je pense que si depuis la nuit des temps, on avait favorisé la coopération, on n'en serait peut-être pas là dans le monde, en fait. Hein, parce qu'on a vraiment ce problème de compétition. J'ai besoin d'être le meilleur, j'ai besoin d'être le plus fort. Si j'échoue, c'est la ruine, c'est la perte. Ma vie n'a plus de sens. Enfin, c'est assez fort, en fait. Hein. La coopération, en plus, c'est assez facile à mettre en place parce que les enfants, ils adorent coopérer. Est-ce que vous avez remarqué que vos enfants petits, en tous les cas, moi la mienne, à 4 ans, elle mettait la table du petit déjeuner. Pas parce que je lui demandais, parce qu'à 4 ans, mais simplement parce qu'elle imite et qu'elle a envie de faire avec. Alors sur la table, il y avait les cornichons, la moutarde, tous des trucs qu'on ne mangerait pas au petit-déj, mais elle avait participé. Parce que les enfants adorent coopérer. Tant que ça reste un jeu. Le problème, c'est que on a rarement le temps de les laisser vraiment jouer, quoi. Donc, vraiment, plus on va favoriser qu'ils réfléchissent ensemble, qu'ils construisent des projets ensemble, plus on favorise l'intelligence émotionnelle. Parce que pour construire un projet ensemble, j'ai besoin de t'écouter, de savoir ce que tu penses. Ah, puis toi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Vas-y, explique-moi. On a besoin de confronter nos cartes du monde. Vous savez ce que c'est la carte du monde? Vous, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Là, tout de suite, maintenant. Non, lorsque vous m'avez posé la question sur la carte du monde ou lorsque...
là, ce que je vois des adultes autour de moi, et vous surtout en face. Si je cherche plus loin, je réfléchis à quoi ou qu'est-ce que je visualise? Bah, je vois un mur, je vois des écrans. Sauf que moi, je vais vous dire, bah non, il n'y a pas d'écran dans cette salle. Mais tu dis n'importe quoi, il n'y a pas d'écran. Je vais vous dire parce que vous me regardez. Il faut vous retourner pour voir les écrans. Et pourquoi c'est moi qui me retournerai pour voir les écrans? Pourquoi c'est pas toi qui te retournerais pour voir qu'il n'y a pas d'écran? Et ça, c'est la guerre des cartes du monde. La carte du monde de madame, c'est ce qu'elle voit. Alors, élargie à nos expériences de vie. C'est ce que j'ai vécu. C'est comment je me représente le monde par rapport à mes expériences, par rapport à mes émotions, par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et puis moi, la mienne, bah, c'est la même. Enfin, par rapport à la mienne de vie. Du coup, soit je fais la guerre, et je dis c'est ma carte qui a raison, et on dit dans ce cas-là, ma carte est le monde, au lieu de j'ai ma carte du monde, soit je me dis, ah tiens, raconte-moi donc ta carte du monde. Ah oui, d'accord, ah ouais, il y a des écrans. Et donc je vais m'intéresser à la carte du monde de l'autre. Et ça nous rend plus intelligents. Parce qu'à deux, on est plus intelligent qu'à un. Il y a quelqu'un qui a levé la main, mais je ne sais plus. Bonsoir, je viens de venir, mais j'ai la chance d'être là quand même. Alors, en parlant, est-ce que ce que j'ai pensé quand vous parliez est une carte? Par exemple, quand vous parlez de l'enfant qui mettait la table, etc., directement, j'ai attaché la chose à ma fille. Ma fille, à 9 ans, il faisait la même chose, mais avec beaucoup de responsabilités. Et je m'inspirais de ce que vous disiez en le rejetant dans ma classe. C'est-à-dire tout ce qui se passait là. Est-ce qu'elle est considérée comme une carte? Ça n'a rien à voir. Oui, allez, oui. J'ai eu un petit peu de temps pour comprendre carte. Je croyais que vous parliez de cadre. Oui, bien sûr, c'est votre carte du monde. Vous voyez votre fille faire des choses, et du coup, vous vous imaginez que c'est possible avec tous les enfants. Or, comme on l'a vu avec monsieur, c'est pas la même chose pour tous les enfants. Il y en a qui vont s'endormir avec la même activité, il y en a qui vont pas s'endormir, il y en a qui vont rigoler, etc., etc. Donc on a besoin d'ouvrir encore plus notre carte du monde pour comprendre, tiens toi, quand je te propose cet exercice, ça marche pas avec toi. Ce serait quoi qui serait important? Donc la coopération. Ensuite, eh ben oui, alors maintenant on y arrive, vous. Parce que tous les points d'avant, c'est sous-entendu que vous êtes formés. Donc, on a besoin à un moment donné, quand on a un enseignant, qu'on a un adulte en relation avec les enfants, de se demander, est-ce que je sais ce que c'est que les émotions? Est-ce que je sais comment co-réguler une émotion? Est-ce que je sais comment amener les enfants à l'autonomie avec l'intelligence émotionnelle? Est-ce que je sais de quoi on parle? Sinon, allô, nous avons besoin d'une formation. Il y a une dame là, vous êtes de... Vous m'avez dit quoi tout à l'heure que vous étiez... J'ai le droit de le dire ou pas? Oui. Vous êtes ministère de l'Éducation nationale? Eh ben voilà, et super. Donc, vous la laissez pas partir. Si vous avez des besoins en formation, vous lui demandez. Et moi, j'adore le Maroc, donc je peux revenir si vous voulez. Donc, ça va être important parce que on ne peut transmettre des compétences en intelligence émotionnelle que si nous-mêmes, on y a touché, que si nous-mêmes, on est allé un peu voir dans nos émotions ce qui se passe. C'est difficile sinon. Parce qu'il y a un mot qui pour moi est essentiel dans ces sujets-là, c'est la congruence. Je fais ce que je dis. Je ne fais pas un autre truc. Et je dis ce que je fais, ça marche aussi. C'est-à-dire, je ne fais pas calme-toi. Je ne vais pas vous recrier une deuxième fois dans les oreilles en criant parce que je sais que ça ne sert à rien. Et donc, pour pouvoir accompagner vraiment les enfants vers l'intelligence émotionnelle, j'ai besoin d'être un peu câblé moi aussi. Et d'avoir les outils. Vous parliez tout à l'heure de comment j'amène à l'autorégulation. Eh bien, vous avez besoin d'avoir les outils en main. Et puis, c'est passionnant. Puisque je vous ai dit, la première phrase, c'est « Mes émotions disent qui je suis ». Donc, chaque fois que je vais aller à la rencontre de mes émotions, je vais apprendre un peu plus qui je suis. C'est quand même génial, non?
Enfin, vous n'allez pas apprendre qui je suis, vous allez apprendre qui vous êtes. Hein. On est bien d'accord. Ce qui va être important aussi, tout ça, ça va nous amener vraiment à réfléchir sur nos comportements. Chacun de nos comportements a un impact. Si je m'approche de vous en vous faisant comme ça, bon, ça va, ça n'a pas trop d'impact. Si je m'approche de vous en vous faisant comme ça, forcément, ça n'a pas le même impact, d'accord? Et chacun de nos comportements a un impact. Si je fronce les sourcils, vous avez vu tout à l'heure avec le visage impassible, l'impact que ça a. Et donc, les enfants comme les adultes, nous avons besoin d'apprendre les conséquences de nos comportements. Plus que d'être punis, par exemple, ce qui va être intéressant pour un enfant, c'est de comprendre l'enchaînement des mouvements qui amènent à cet endroit-là. C'est ça qui va permettre la réparation. Parce que quand on est puni, généralement, vous avez vu, ça ne marche pas très bien. Hein. Vous avez expérimenté la punition, ça calme sur le moment, mais au long terme, ça ne construit pas grand-chose, à part que l'enfant devient de plus en plus doué pour faire des trucs en cachette. Alors ça marche pour ça. Mais sinon, ça ne construit pas, en tous les cas, l'intelligence émotionnelle. Donc plus on va encourager la réflexion sur les comportements, plus on va permettre aux enfants d'être compétents sur ces sujets. Oh là là, je suis presque à l'heure. Je suis carrément à l'heure. Alors ça, c'est incroyable. Non, j'ai oublié un truc. Oui. Dans gérer les émotions difficiles, je ne vous ai pas parlé du théâtre forum. Est-ce que vous connaissez le théâtre forum? Vous connaissez? C'est une technique géniale pour gérer les situations difficiles. Parce qu'on met en scène une situation difficile. Là, on pourrait jouer une situation devant vous. Et puis, chacun d'entre nous, avec l'intelligence collective, on réfléchirait. Tiens, qu'est-ce qui se passe pour tel protagoniste? Qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Comment on pourrait changer la situation? Comment on pourrait trouver une issue? Ça, c'est un outil vraiment très performant. Monsieur connaît, vous pouvez l'attraper, lui demander qu'il vous explique, qu'il vous forme peut-être. Enfin, voilà. Hein. Parce que moi, je vais m'arrêter là. Juste pour vous rappeler qu'on a vraiment un rôle majeur à jouer, nous les adultes, dans l'éducation émotionnelle de nos enfants et dans l'intelligence émotionnelle. Un enfant ne devient pas intelligent émotionnellement tout seul. Il a vraiment besoin de nous. Et on a un rôle fondamental pour, moi je vais oser le dire, la paix dans le monde en fait. Hein, parce que l'intelligence émotionnelle mène à la paix. Merci. Donc, tout d'abord, vous remercier, madame, et aussi exprimer mes sentiments, moi aussi, contre la rame, qui voulait nous priver de votre présence et de ce cours vraiment adorable et très enrichissant. Et aussi, donc, et cette belle histoire que vous nous avez racontée, à travers laquelle, donc, un petit peu, vous nous avez fait tout à fait donc, comprendre vraiment l'essence et vraiment l'objectif de ce cours-là. Je voudrais juste revenir, parce que le mot théâtre s'est répété justement, donc pour qu'on puisse justement gérer les émotions et l'intelligence émotionnelle chez l'enfant, chez l'élève. Donc on doit nous-mêmes être préparés et on doit être conscient justement, donc, et nous-mêmes contrôler cette intelligence chez nous. Donc moi, je voudrais justement revenir sur peut-être l'importance du théâtre dans la formation des enseignants, justement pour donc un petit peu leur doter d'outils qui leur permettent justement de communiquer efficacement et de gérer leurs relations avec leurs élèves et leurs étudiants à travers justement le développement de leur intelligence émotionnelle. Oui, je vous rejoins vraiment sur l'idée du théâtre comme outil. On n'a pas parlé des livres, des spectacles, tout ça, mais le théâtre est un super outil pour découvrir les émotions. Et pendant que vous me parliez, j'ai eu aussi une pensée, c'est que nous sommes les adultes, eux, ce sont les enfants. Nous avons, j'ai fait le test, j'ai demandé, il n'y a personne qui a moins de 29 ans, donc nous avons des cerveaux terminés. Eux, non. Nos actions ont une conséquence sur le développement de leur cerveau.
Nos comportements ont des conséquences importantes sur leur niveau de stress et leur... Alors, attendez, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'eux, ils n'ont pas des conséquences sur votre niveau de stress. Hein. Loin de moi cette pensée, hein, parce que je sais que c'est un boulot énorme que vous faites. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes l'adulte. Donc, c'est fondamental que nous ayons, nous, des outils pour faire le pas de côté, pour nous dire, attends, la souffle, ce sont des gosses, on ne va pas en éclater un, en prendre un pour taper sur l'autre, quoi, hein. Si je suis débordée, j'ai besoin de réfléchir dans ma structure à comment je fais quand j'en peux plus. Est-ce que, alors je ne sais pas, hein, est-ce que ça dépend de vos structures, est-ce que je peux appeler quelqu'un, est-ce que je peux appeler un surveillant pour venir me soutenir, est-ce que je peux aller boire un verre d'eau, j'en sais rien. Gardez vraiment à l'esprit que vous êtes les adultes et que c'est vous qui avez les clés en fait. Que l'enfant, lui, la plupart du temps, il subit quand même. Hein. Merci pour eux. Merci d'être là. Oui, monsieur. Question, moi je suis pas pressée, hein, mais on m'a dit 1h30, c'est fini. Premièrement, j'ai vraiment apprécié votre masterclass qui reflète votre niveau d'intelligence émotionnelle élevé. Et c'est ça ma question. Là, j'ai senti que votre niveau est élevé. Est-ce qu'il y a des tests pour évaluer l'intelligence émotionnelle de nos enfants et quelles sont les bonnes pratiques pour faire ces tests? Merci. De plus en plus dans les tests, avant on faisait des tests de QI intellectuel seulement. Donc on mesurait le QI intellectuel d'un enfant. Aujourd'hui, on fait des tests de QI, de QE, c'est-à-dire de quotient émotionnel. Ça ne veut pas forcément dire que l'enfant a une intelligence émotionnelle. Ça veut dire qu'il a une sensibilité émotionnelle. Et que nous, on garde quand même le job de travailler ses émotions avec lui. Pour revenir, j'ai cru que vous alliez me demander comment j'ai fait pour être là aujourd'hui. Je reviens de loin, hein, parce que moi, je n'avais pas le droit de pleurer. Moi, on me disait des trucs, je ne vais pas le répéter ici. Sur les larmes, c'était un peu terrible. Donc, et en même temps, il y a une petite môme à l'intérieur de moi qui n'a pas lâché le flambeau, quoi. Comme celle qui m'a amenée jusqu'à ici aujourd'hui, malgré la rame, et qui m'a dit non, c'est pas possible, c'est pas ça la vie. Et chez plein d'enfants, il y a cette petite flamme qu'on a besoin de nous d'entretenir et de garder allumée. Donc sur les QI, moi je sais pas trop vous dire parce que QI, QE, en plus je connais pas les pratiques ici. Je sais que en Europe, on fait des quotients intellectuels et quotients émotionnels. On détecte souvent que les hauts potentiels sont émotionnellement plus sensibles. Et moi, comme je suis à la frange de l'autisme, du haut potentiel, alors je vous dis pas, mes émotions commencent à... Voilà. C'est un gros paquet, quoi. Je sais pas si ça répond à votre question. You talked about co-regulation, which is important, I think, for children, and auto-regulation, which is important for adults and teachers. So, what about conscious, about what we do when we are angry or when we are happy? Because some colleagues said that when I'm happy, I sing or I dance or I go shopping. If you didn't guide yourself and have some control, you are going to lose all your money about shopping. Concerning angry, you said you talked about theater, which is important. What about sports? Some children, they feel that they want to hit or to break when they are angry. What if we take them to play some sports? The most important for me as a teacher about conscious, because sometimes we lose conscious. We do something which is unacceptable. So how can we help children if we are not conscious? You said we can breathe and take some steps, scream, but we should make it a habit, a kind of a habit if we want to reach that level. Thank you so much and thank you all of you. Alors déjà, je vais rectifier quelque chose. La co-régulation et l'autorégulation. La co-régulation, c'est effectivement, je suis un adulte et j'accompagne l'enfant dans la régulation de ses émotions. L'autorégulation, ça vaut pour les enfants aussi et les adultes. Parce que l'enfant qui grandit, il va pouvoir petit à petit autoréguler certains de ses comportements et certaines de ses émotions. D'accord ? C'est pas seulement l'adulte qui s'autorégule.
Moi, je ne parle pas de contrôle des émotions, parce que contrôle, ça fait comme ça. Et si je contrôle une émotion, elle reste bloquée là. J'ai besoin, au contraire, de surfer, comme je disais au début. J'ai besoin du coup, et là je vous rejoins complètement, en plus en tant que psychothérapeute, je vous rejoins à 2000%, j'ai besoin de connaître mon histoire émotionnelle. C'est quoi les émotions que j'ai le droit d'exprimer? Dans mon histoire, pas dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, normalement, j'ai droit à tout. Mais dans mon histoire, qu'est-ce qu'on m'a autorisé? Dans mon histoire, quels sont mes traumas? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui me bloque sur certaines émotions? Et ça fait partie du travail que j'appelais le travail des adultes, hein, déjà de faire le point de soi à soi. Parce que si, par exemple, j'ai jamais pu ressentir la colère, c'est très difficile d'accueillir la colère d'un autre. On ne comprend rien du tout, on ne capte pas ce qui se passe. Donc c'est fondamental ce que vous disiez, de vraiment travailler. Par contre, le mot contrôle, moi j'aime pas trop parce que on demande aux gens de contrôler un truc incontrôlable. C'est comme on vous dit, il y a un raz de marée, allez vas-y, contrôle. Eh ben, good luck. Est-ce qu'il y a une autre? D'ailleurs, merci Madame pour toutes ces agréables informations, toutes ces explications. Donc, première chose, on sait que nos enfants peuvent jouer le rôle de la victime, peuvent mettre des mensonges pour éviter des punitions. Dans ce niveau, on ne peut pas distinguer entre les vrais sentiments et les non vrais sentiments. Première question, c'est comment on peut distinguer ces deux variables? Deuxième question, c'est, vous avez déjà expliqué l'opération de gérer le stress dans la séance ou bien pendant la séance, dans la salle en général des élèves. Ma question, c'est comment on peut gérer la forte joie des adolescents? Et parfois, on trouve des adolescents qui continuent à rire, à rigoler, à bavarder toute la séance. C'est peut-être, je ne sais pas, mais ils sont très joyeux, ils sont très donc actifs. Est-ce qu'on peut stopper cette activité d'une manière qui est lisse ou bien on peut donc considérer une autre méthode? Je ne sais pas comment on peut gérer la forte joie pour moi. C'est la forte joie, c'est pas la joie, donc. Alors, il y a deux sujets, la joie et puis, je pense, il y avait une autre image que j'aimais bien, mais qui a disparu, donc c'est dommage. Quand vous dites la joie, en fait, c'est une émotion comme les autres qui ne dure pas super longtemps. Je viens d'apprendre une bonne nouvelle et yahoo! Les ados qui rigolent pendant 1 heure, c'est pas l'émotion de joie. C'est qu'ils sont surexcités, ça peut être du stress, ça peut être qu'ils s'ennuient, ça peut être plein de choses en dehors de la joie. Ce n'est pas l'émotion de la joie. Là, on parle d'intelligence émotionnelle. Donc, on aurait besoin de travailler le même sujet sur le stress. Ensuite, vous me dites, les enfants qui jouent les victimes, qui mentent pour ne pas être punis, qui ci, qui ça, on ne sait pas bien. C'est vrai qu'on a tout un tas d'émotions qu'on appelle des réactions émotionnelles parasites. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vous disais, les hommes, on vous dit de ne pas pleurer comme des filles. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes triste? Eh bien, vous êtes en colère, souvent. Parce que la colère, on vous l'a accordée. Or, avec l'empathie dont on parlait tout à l'heure, on ne peut pas comprendre un homme qui est en colère quand il vient de perdre quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas le ressentir, nous. Vu que dans nos émotions naturelles, on aurait besoin d'être triste à cet endroit-là. D'accord ? Donc, il y a effectivement des expressions émotionnelles qui ne sont pas des émotions. Mais là, le problème, c'est que j'ai besoin d'une journée. Là, je ne peux pas en 5 minutes vous expliquer tout ça. Mais c'est très important ce que vous dites. Par contre, un enfant qui joue la victime et un enfant qui ment, c'est un enfant qui se comporte par rapport à ce qu'on lui a proposé dans la vie. Un enfant qui, quand il fait une expérience qui se passe mal, a l'habitude que ses parents l'accueillent en lui disant « Ah oui, tu as essayé d'empiler des verres sur les assiettes et à un moment donné, tout est tombé », au lieu de dire « Mais quel maladroit, qu'est-ce que tu as encore fait, c'est pas possible », il grandit avec la confiance que quand il fait une expérience qui se passe mal, il peut aller en parler avec ses parents. Un enfant qui joue la victime, c'est un enfant qui est souvent une victime.
Donc il y a un truc à aller écouter dans son cœur. C'est peut-être pas l'enseignant qui peut le faire. Ce qu'on peut aider, tout à l'heure, il y a une dame qui me disait, pour quelqu'un qui a peur, il faut le protéger. Pour une victime, sauf en cas de harcèlement, et je fais une conférence sur le harcèlement à Arles au mois de novembre, si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus, hein, bien sûr. Sauf en cas de harcèlement, ce qui va aider une victime à sortir de la victime, c'est de retrouver sa puissance, pas d'être trop protégée. C'est comme je vous le montrais tout à l'heure, si je suis protégée, eh ben, je reste victime en fait. Qu'est-ce qui aide quelqu'un à sortir de cet état de victime? C'est de l'aider à trouver sa puissance. Comment il peut faire? Comment il peut faire face à ce qui se passe dans sa vie? Et qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre dans sa plainte? Parce que quelqu'un qui fait la victime, c'est souvent quelqu'un qui se plaint. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, je dirais, dans les sous-titres là, de la plainte? Qu'est-ce qu'il raconte, cet enfant? Mais ce n'est pas votre job en même temps. Donc je ne sais pas trop comment un enfant qui ment, je sais, dans une classe, je ne sais pas quoi vous dire, parce que vous avez, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles il peut mentir. Donc c'est un peu complexe. En tous les cas, un enfant qui ment, c'est un enfant qui a peur des conséquences de ses actes. C'est sûr. Donc apprenons-leur plutôt à ne pas avoir peur des conséquences de leurs actes. Ce qu'on disait tout à l'heure, la responsabilité. Comment je construis la chaîne de j'ai fait ça, ça a donné ça à la fin. Si à la fin je me fais punir, je me fais frapper, je me fais mettre au coin, je risque pas de dire que c'est moi. Alors que si je sais qu'à la fin on va m'aider à comprendre ce qui s'est passé, je peux y aller. Une dernière chose ? Oui, je vous demande pardon si je prends la parole encore une deuxième fois, mais on essaye de saisir cette occasion vraiment. D'accord, on reviendra. Donc justement, juste une idée qui me tracasse. Est-ce qu'il y a des degrés d'émotion, d'intelligence que vraiment donc, parce que là, le dilemme, c'est que donc même les mauvais sentiments, ce sont de bons sentiments en fait aussi. On peut pas dire à l'enfant, par exemple, que la colère, c'est pas la colère, ça peut l'aider aussi. La tristesse, c'est un sentiment humain. En fait, si on risque de contrôler tout ça, il de vraiment donc, est-ce qu'il n'y a pas risque de créer des êtres humains dénaturés, déshumanisés en fait, donc un petit peu. Donc jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a des degrés? Est-ce qu'il y a des limites à ça? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a donc, je ne sais pas si c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, au début, quand vous avez des degrés, j'ai compris, est-ce qu'il y a des degrés d'intensité? Alors déjà, là, oui. Évidemment, on n'a pas la même peur si il se passe un petit événement qui nous fait nous sentir quand même un petit peu en danger que si c'est un crash d'avion, quoi. On ne va pas vivre la même intensité émotionnelle. Donc là, il n'y a pas de limite à l'intensité, parce que on peut être terrifié, on peut avoir juste une petite anxiété jusqu'à la terreur. Et là, on a tous les degrés. Et pareil avec la colère. On peut être... ce serait quoi le petit degré de la colère? Mince. Là, je commence à sentir mes 3 heures de sommeil. Allez, aidez-moi. Un petit degré de colère. Quand on est agacé, voilà. Agacé, c'est un petit degré. Je suis un peu agacé par une situation. Et on peut aller jusqu'à la rage. Quand on est vraiment hors de soi. Donc, il y a plusieurs degrés. Ça, c'est la première chose. Après, ce que vous disiez, c'est que si on... Est-ce qu'il y a des degrés dans ce qu'on accueille comme émotion? C'est ça? Une émotion naturelle, elle passe. Donc, si ce qu'on est en train d'accueillir, ça passe pas, c'est que c'est pas naturel. Donc, ça vaut de stopper, de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe en vrai pour cet enfant? Par exemple, un enfant qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. On va commencer par s'imaginer qu'il est triste. Mais si on essaie d'accueillir une tristesse et que, en fait, c'est pas de la tristesse, ça sert à rien de continuer à accueillir une tristesse. Parce que du coup, on lui confirme que ce qu'il est en train de vivre, c'est de la tristesse, alors que ça n'en est pas. On peut pleurer pour plein de sujets. On peut pleurer d'épuisement, de rage, justement, de stress. Donc on a besoin d'aller apprendre à décoder. Mais alors là, franchement, j'ai pas le temps. Pour aujourd'hui, oh là là! Oh là là! Alors, juste pour info, je reviens demain à 15h pour parler de la créativité. Si vous avez envie de revenir, ce sera ici.
Alors, tout d'abord, je regrette d'être venu en retard à la fin de... Bon, mais puis je m'intéresse, c'est M. Hicham Taïk, je suis professeur-chercheur dans le domaine de l'éducation et aussi dans la littérature. On a pas mal de fois travaillé sur cette notion de l'intelligence émotionnelle. Et en ce qui concerne, je prends l'exemple de ma collègue qui a parlé de la peur, exactement aussi, pour pallier un petit peu avec la question d'intensité et de degré, si je prends la peur, et comme disait Jung, le plus terrible des émotions, ce sont les émotions dont on ignore l'origine. Et je ne parle pas du récepteur, mais je parle aussi du sujet, c'est-à-dire l'apprenant. Si je parle d'une peur, alors il y a une cause. L'enseignant, il va fouiner un petit peu, creuser pour voir pourquoi ce garçon-là ou cette fille-là a peur. Si je vois par exemple, il y a une certaine panique, il y a une raison. S'il n'y a pas une raison, donc là c'est un sérieux problème. Donc il faut creuser. Première piste le moins, c'est quoi? C'est d'aller creuser, voir l'arrière-plan de ces émotions-là. Est-ce qu'il y a vraiment des causes qui sont logiques? Et parfois ils sont d'ordre psychologique, parfois ils sont d'ordre social, d'ordre financier. Si on voit un enfant, il a peur d'être jugé parce qu'il vient d'un milieu pauvre et défavorisé. Il n'a pas, on peut dire, une apparence convenable. Et quand il arrive en classe, nous on cherche, il a besoin de protection. Donc l'enseignant là, il peut le valoriser. Donc la valorisation, par exemple, je lui demande de faire une tâche. Et je l'aide, et je l'assiste. Et aussi, j'essaie de le complémenter devant tout le monde. Donc là, j'assure, on peut dire, sa survie émotionnelle. Et après, je vais l'orienter. Et d'un autre point de vue, donc là, je suis un enseignant de français. Donc il y a aussi, c'est le cas des professeurs qui enseignent l'arabe, qui enseignent les matières donc, qui sont liées avec les ateliers d'écriture. Je peux vraiment comprendre la logique. Parce que chaque groupe, il est un groupe formel et informel. Et ils ont une logique sociale, ils ont une identité collective. Donc je vais essayer d'inventer des sujets à travers lesquels, et surtout au collège, parce que là, dans la plupart des systèmes éducatifs, on remarque qu'au collège, nous avons le récit de soi, le récit de vie. Pourquoi? Et quand on passe au lycée, nous sommes dans une autre dimension, nous sommes dans l'argumentation philosophique plus ou moins. On se pose la question sur du sujet. Non, je suis vraiment désolé. Bah, bon, d'accord. Merci madame, merci. Donc voilà, je ne vais pas prendre trop la... Non. D'accord. Donc il y a autant de questions. Donc j'aimerais bien partager quelques conclusions de recherche en tant que de recherche et aussi de la pratique. Mais sincèrement, il y a de la planification et je pense qu'on a besoin, le professeur a besoin d'une certaine subtilité dans son regard et éviter toutes sortes de jugements. Parfois, juste je partage avec vous une expérience, j'ai travaillé avec une classe, ce qu'on appelle MENI, donc c'est une classe professionnelle où la plupart ils sont vraiment à la marge, sont les marginalisés comme disait Michel Foucault, ils sont dans la marge. Alors comment le mettre dedans? Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un ensemble d'activités. Premièrement, décoration de la classe. On a mis la musique. Donc la musique aussi, parfois on fait des cours. Pardon? Bah justement, d'accord. Bon, je vous remercie vivement. Je regrette encore une fois d'être venu très en retard. Et un petit mot. Bonjour, on vous remercie de votre intervention. Désolé, mon collègue et moi, on est venus en retard. J'aimerais juste ajouter une idée. Lui et moi, déjà, on travaille dans un centre d'épanouissement où les élèves, hors la classe, ils font des activités. Personnellement, j'anime l'atelier de théâtre et ça m'a permis de voir que, par exemple, à travers les activités théâtrales, les exercices de théâtre, on a pu gérer beaucoup de problèmes des enfants, surtout des problèmes émotionnels. Ça a été, dommage, ça a été une belle expérience. Voilà. Exactement. Et merci madame.